Eric, merci de nous accueillir ici à Martigues dans ta ville. Ça se voit que ici tu es chez toi. Mais à quel âge tu es arrivé ici? Parce que je sais que tu es né en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. À quel âge tu es arrivé ici à Martigues? Donc on est arrivé de Côte d'Ivoire, ouais, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans et puis depuis, on n'a pas bougé d'ici. Moi je suis un petit peu parti parce que j'ai été jouer 10 ans dans le Nord. Mais sinon après, depuis que ma carrière est finie, je suis là. Il y a toute ta famille ici. Il y a toute ma famille, il y a mes parents, il y a mes deux frères, ma grande sœur. On est tous ici. Bon, le plus petit, quand même, comme il joue au basket, lui, ça fait 20 ans qu'il joue au basket en tant que professionnel, donc il bouge un petit peu à droite, à gauche, que ce soit Nantes, Roanne, Pau. Là, aujourd'hui, il est à Pont-Chéruy, près de Lyon. C'est une famille de sportifs. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Et tu es le seul footballeur. Je suis le seul footballeur, ouais. Et j'ai remarqué que tu aimes beaucoup le basket, tu en parles souvent. Mhm. Et tu aimes la marque Jordan, par exemple. Comment est venue cette passion? Est-ce que c'est par rapport à tes frères ou tu aurais pu être aussi basketteur quelque part? Ben, en fait, c'est ça, c'est que j'ai joué jusqu'à l'âge de 19 ans, je jouais le samedi au foot et le dimanche, je jouais au basket. Donc, j'avais 2 licences. Et c'est vrai que moi, j'adore le basket par rapport à plein de choses, par rapport déjà à l'intensité qu'il y a, la tactique, les systèmes de jeu, c'est tout le monde en mouvement pour marquer un panier. Donc il y a aussi l'histoire de triangle qu'on peut réadapter au football. Il y a l'attaque en triangle des Bulls avec Phil Jackson qui est très intéressante à réadapter au football. Bon, moi quand j'étais plus jeune, c'était ce côté intensité et qualité physique qui me plaisait. Et puis un jour, il a fallu que je fasse un choix. On m'a proposé de signer pro au foot, parce que le foot, c'est un sport que j'aime beaucoup aussi. Et puis donc j'ai choisi le football. Mais entre-temps, j'avais contaminé mon petit frère au basketball, et qui depuis a fait une grande carrière, qui a fait une carrière de plus de 20 ans, ouais, on va dire 25 ans, qui est dans le basketball. Et comment ça se fait qu'il a jamais joué avec le Mali? Il a joué avec le Mali. Ah, il a joué avec le Mali. Il a joué avec Bon, le Mali. à ma décharge, je ne suis pas spécialiste du basket. Non, il a joué avec le Mali. Il a fait une canne en Libye. Voilà, avec le Mali. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont gagné. Et puis, bon, après, lui, il a traumatisé, il a contaminé le fiston. Et le fiston, Qui a d'ailleurs commencé avec le Mali aussi. Tout à fait. C'est quand même exceptionnel, hein. Non, c'est bien. Hein? C'est bien. C'est très bien. Tu n'es pas né au Mali, mais tu apportes tellement... Enfin, votre famille, il n'y a aucun enfant qui est né au Mali. Tes propres enfants n'y sont pas nés. Mais tout le monde est connecté, réseauté au Mali. C'est beau, ça. En fait, il y a eu plusieurs aspects de ma vie qui font qu'aujourd'hui, je suis connecté au Mali, hein, notamment quand je parle souvent de mon grand-père, ça c'est... je parle avec beaucoup d'émotions, beaucoup de respect surtout, mais surtout avec beaucoup de regrets. Moi, le regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir connu plus. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui est en moi et qui est un manque. Donc aujourd'hui, c'est ce qui explique beaucoup pourquoi je suis tant connecté avec le Mali et que mes enfants soient connectés aussi. Voilà, moi, mon fils, c'est pas moi qui ai choisi de l'amener, hein, c'est lui qui a fait ce choix. Et c'est un choix qui est pas facile parce que, comme tu as pu le voir, il est blanc. Il est blanc et puis donc il vient en équipe nationale en étant blanc, avec tout ce que ça comporte, des bons points comme des mauvais points. Et en plus, il a ce lourd fardeau d'être le fils du sélectionneur. D'être échelle. D'être échelle. Donc il vient et puis il joue avec ses qualités et ses défauts. Et ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est qu'il a prouvé à tout le monde qu'il savait jouer au basket. Donc moi, à partir de là, encore une fois, il est un petit peu sur le même esprit que moi quand je suis arrivé en équipe nationale. Il vient avec ses qualités et ses défauts, qu'il joue 1 minute, qu'il joue 90 minutes, qu'il joue des matchs ou pas. Il est là et il est content d'être là. Et si on lui demande de donner, il donnera. Donc je suis très très fier. Est-ce que quand on porte le nom de famille Shell, est-ce que la vie nous offre une échelle dans le sport? Non, après ça c'est vrai qu'on a certaines qualités physiques.
On a certaines qualités physiques dues à mon ADN malien, on va dire, et à mon ADN français. Mon papa a joué au foot aussi, était très sportif. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des qualités qui sont très très intéressantes. Je pars sur le plan physique. Moi, j'étais quelqu'un de très physique. Mon petit frère aussi. Yanis est en train de se développer. Ma sœur était quelqu'un de sportif aussi. On est tous très sportifs. Donc c'est pas en soi parce qu'on échelle, mais voilà, c'est vrai que le sport est très important dans la famille. Tu as vu le premier match de Yanis avec les Aigles. Mhm. Est-ce que tu as versé une larme quand tu l'as vu débarquer avec le maillot vert jaune rouge? Non, j'ai pas versé une larme. J'étais vraiment content pour lui parce que ça s'est bien passé. J'avais peur pour lui, voilà, de savoir comment il allait appréhender parce que c'était sa première fois au Mali. Avec tout ce que ça comporte, il est né en France, il est né dans le Nord. Voilà, quand je jouais dans le Nord, il est né là-bas. Et finalement, c'est pas facile pour quelqu'un qui habite en Europe et arrivé en Afrique. On voit la réalité des choses. Et donc confronté à ça, je pensais que ça allait être dur pour lui. Et puis finalement, j'ai été bien surpris. Puis finalement non, parce qu'il a été bien éduqué. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que dans la famille Michel, on est éduqué à 50% européen et 50% Mali. Donc finalement, il a ni plus ni moins fait ce qu'il fait tous les jours, que ce soit en club ou dans la vie. Tu as évoqué la mémoire de ton grand-père. Tu as dit que tu aurais aimé mieux le connaître. Je me rappelle quand tu es venu chez nous dans l'émission 442, l'émission dans laquelle tu as déclaré ta flamme pour le Mali et sa sélection de football. Aujourd'hui, tu es sélectionneur. Ça fait un moment que tu es sélectionneur. Est-ce que quand tu es arrivé, tu as trouvé que diriger la sélection malienne, être sélectionneur, c'est pareil que ce que tu t'imaginais? En fait, j'étais pas prêt. Non, déjà sur un plan humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'avais pas vu ça comme ça. Là, aujourd'hui, alors je te parle l'engouement, la pression, tout ce qui se passe autour de cette sélection et dans cette sélection, c'est quelque chose on peut pas se préparer à ça. Il y a des très bons moments, comme il y en a eu un très mauvais, mais la finalité, c'est comme je dis souvent, c'est que moi, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné beaucoup de choses en étant sélectionneur de cette équipe. Donc aujourd'hui, la pression, je l'ai avant le match. Je l'ai avant le match, 2 heures avant le match dans le vestiaire. Et après, je l'ai plus tant que ça, puisque je suis axé et concentré sur un prochain objectif. Et en fait, c'est que du plus pour moi. C'est que du plus. Donc, j'apporte mes idées. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont un petit peu moins bonnes. Le but du jeu, c'est toujours d'avancer, d'essayer de respecter le plus les gens et surtout de prendre ses responsabilités. Humainement et sportivement, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être porté à la tête de la sélection malienne de football? Humainement, moi, ça me permet de reprendre contact avec mes origines, mes racines. Quand je te parle de mon grand-père, c'est que voilà, la dernière fois que je l'ai vu, c'est que j'avais 15 ans. J'ai passé un mois au village à Duro, et puis après, je l'ai plus vu. Je l'ai plus vu, donc pendant ce mois à Duro, il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis retrouvé. C'est un mois qui m'a permis aussi de recadrer certaines choses, comme je parlais de Yanis. Tu vois, tu es en Europe, tu as tout, puis tu arrives au village, et puis tu t'aperçois que le soir, pour regarder la Coupe du Monde aux États-Unis, pour regarder le Brésil en finale, c'est compliqué. Donc, tu t'aperçois quels sont et où sont tes objectifs. Donc moi, dès que je suis revenu du Mali, j'avais cet objectif de devenir pro, que ce soit au foot ou dans le basket. Et tout de suite, ça a été beaucoup plus clair pour moi. Donc, d'être sélectionneur, ça me permet de retrouver cette connexion. Être sélectionneur, ça me permet de progresser en tant qu'entraîneur, d'avoir cette aura, d'avoir cette reconnaissance aussi du monde du football.
que j'ai eu en tant que joueur, mais qu'en tant qu'entraîneur, eh ben, finalement, je commençais, même si ça fait plus de 10 ans que j'entraîne. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Maintenant, j'ai pas envie que ça reste, ça en reste que au niveau extraordinaire. J'ai envie que ce soit historique. Donc moi, c'est mon ambition maintenant. Elle est grande, mais pour avancer chaque jour, il faut que l'ambition soit grande. Tu as parlé de ton attachement au Mali, à ton village Goro, à ton grand-père. Euh, tu donnes en tout cas l'impression d'être un être attachant. Nous, on a pu le voir ici hein, à Martigues. Hein. Tout le monde tu connais tout le monde, tu fais la bise à tout le monde, tu serres la main à tout le monde. C'est un peu comme dans un petit village. Est-ce que justement Martigues ne te permet pas de mieux gérer la pression? Parce qu'aujourd'hui, clairement, que ce soit en Côte d'Ivoire, à Abidjan ou Korogo ou San Pedro, je pense que tu ne peux plus sortir dans la rue aussi facilement qu'avant. À Bamako, c'est impossible. Et on l'a vu hein, à Paris que des chauffeurs de bus s'arrêtent, hein, ils arrêtent le bus pour venir faire une photo. On a vu tout le monde, des Européens, des Africains qui te reconnaissent dans la rue. On allait ensemble en Italie, on a vu aussi là-bas hein, entre Milan et Bergame, ça devient compliqué. Et finalement à Martigues, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, quel est ton rapport avec Martigues? Ben Martigues, en fait, j'ai vécu mon adolescence ici. J'ai grandi ici, j'ai fait des belles choses comme j'ai fait beaucoup de bêtises aussi. Donc c'est vrai Il y a qu'aujourd'hui, prescription pour les bêtises. voilà, il y a prescription pour les bêtises. Mais surtout, les gens connaissent Eric, me connaissent en tant qu'homme et pas en tant qu'entraîneur ou footballeur. Voilà, j'ai beaucoup fait la fête, je me suis beaucoup amusé. J'étais au collège ici, au lycée ici. Donc c'est vrai que ben, je connais tout le monde. Je connais tout le monde. Maintenant, comme je suis à Bamako avec les gens, je suis ici aussi. Et comme tu disais, c'est vrai que c'est compliqué, mais même quand je vais au Maroc, eh ben, les gens me reconnaissent, que ce soit un petit peu partout, Tunisie, partout. Mais aujourd'hui, moi, je le prends avec... j'essaie de prendre du recul par rapport à ça. J'essaie de garder l'éducation que j'ai eue. Quand je suis venu au Mali il y a pas longtemps, je suis venu avec maman et mon fils on est arrivé à Casa pour prendre le vol pour Bamako, ben, eux ils ont été très très surpris parce que finalement dans la salle d'attente, ben, j'ai passé 30 minutes à faire des photos. Et non, pour moi c'est si je peux rendre quelque chose à ces gens-là et si c'est une simple photo, il y a aucun problème. Maintenant j'arrive pas à essayer de me mettre au-dessus des autres. Je suis une personne comme une autre. Voilà, comme je le dis souvent, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Mais en tout cas, ce qu'on ne pourra pas dire, c'est que je respecte pas les gens et que mon éducation n'a pas été bonne. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire a été la CAN la plus médiatisée de toute l'histoire. Elle a été regardée par plus de 2 milliards d'êtres humains à travers le monde. Des chaînes comme CNN en ont parlé. Et cette CAN-là, elle a été la plus virale. Et tu as été estampillé le coach beau gosse. Est-ce que ça te fait sourire? Est-ce que tu en rigoles? Est-ce que, voilà, comment tu acceptes ce qualificatif-là que sur les réseaux sociaux, il y a tes photos un peu partout, sur Twitter, sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. On parle de toi en tant que sélectionneur du Mali qui a fait une assez bien Coupe d'Afrique des Nations quand même parce que on a découvert qu'il y avait du jeu, on a découvert qu'on avait une attaque qui pouvait marquer, mais au-delà de ça, tu t'es découvert un titre de beau gosse de sélectionneur. Comment tu vis avec ça? C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué parce que je suis pas une personne comme ça. Voilà, j'aime bien être avec les gens que j'aime. Voilà, j'aime bien être entouré des gens que j'aime, que ce soit en famille ou avec des amis. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça me fait un petit peu c'est un petit peu un malaise. Ça te gêne un peu? Ça me gêne un peu. Voilà, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on parle du jeu de mon équipe, qu'on parle de mon équipe, qu'on parle de mes joueurs. Si, on en a parlé. Bon, ça aujourd'hui je l'accepte, mais c'est vrai que en y réfléchissant un peu, une fois dans ma carrière, j'ai rencontré un entraîneur qui est
qui a été un mentor, parce que c'est grâce à lui et c'est à cause de lui que j'ai voulu devenir entraîneur. Il s'appelait Daniel Leclerc, qui était entraîneur de Lens à l'époque et qui a été champion de France avec eux. Moi, je l'ai eu à Valenciennes et je l'ai eu à Lens ensuite. Et un jour, il m'a dit dans le vestiaire, il me dit, tu sais, Eric, il y a une chose qui est importante dans le football, que tu sois joueur ou entraîneur, c'est que la première chose, c'est qu'il faut qu'on parle de toi. Que ce soit en bien ou en mal. Parce que si on parle plus de toi, ça veut dire que tu n'existes plus dans le football. Et dans le football, aujourd'hui, particulièrement dans le football moderne, il faut qu'on parle de toi. Donc moi, aujourd'hui, je le prends comme ça, en prenant du recul par rapport à ce côté beau gosse, on va dire. Mais l'important, c'est qu'on parle de moi. L'important, c'est qu'on parle du jeu de mon équipe. L'important, c'est qu'on parle du jeu de mes joueurs. Après, une fois qu'il y a ça, ils peuvent m'élire ce qu'ils veulent. Je peux être élu de ce qu'on veut. Mais l'idée, encore une fois, c'est de recentrer les choses, de se reconcentrer sur l'objectif et les objectifs qui arrivent. Et si je dois avoir ce titre pour qu'on gagne la CAN, eh ben ok, je le prendrai. Et si je dois faire quelque chose pour qu'on gagne une CAN, eh ben je le ferai. Comment ta famille vit cette notoriété? Effectivement, tu as évoqué quand vous êtes allé jouer au Maroc, à l'aéroport, les demandes de photos qu'on ne peut pas refuser parce qu'aujourd'hui le monde est viral, hein, un seul téléphone, voilà, on vous gâche la vie. Comment la famille, elle vit avec ça? Bah, elle le vit très bien parce que finalement, j'ai arrêté ma carrière en 2014 et finalement ça fait 10 ans et ils étaient habitués à ça parce que quand tu joues dans le Nord, tu joues dans des stades qui sont pleins. À Lens, le stade il est toujours plein, t'as 40 000 spectateurs. À Valenciennes, à l'époque, t'avais 10 000 tous les matchs. Donc c'est vrai que t'avais une certaine autorité. Donc eux, ils sont habitués. Maintenant, c'est vrai que moi, j'étais plus... pas que je l'avais oublié, mais moi, j'étais plus concentré entre ta carrière de joueur et d'entraîneur. Quand t'es joueur, tu t'occupes de toi. Quand t'es entraîneur, tu t'occupes de tout le monde. Donc moi, ça, ce côté-là, j'avais oublié. J'étais plus concentré sur ce qui se passe autour de mon staff et sur ce qui se passe autour de mes joueurs. Donc c'est vrai que moi, j'ai été un petit peu surpris. Mais finalement, ma famille, pas tant que ça, parce que eux-mêmes, ils vivaient la chose autour de cette CAN un petit peu comme tous les supporters, donc ils voyaient l'ampleur. Moi, par contre, j'étais dedans, et comme à tort, j'ai hermétisé notre groupe, et ben finalement, je voyais pas ce qui se passait autour de tout ça. Donc non, je le vis bien parce que j'ai ce sas ici là qui me permet de me reconnecter à la réalité. Et puis après, c'est vrai que il faut prendre le bon côté des choses aussi. Ça fait du bien de temps en temps, ça flatte l'ego. Et puis ça me permet aussi de me motiver pour continuer à faire plaisir aux gens. On peut dire que le Mali est sur sa lancée de beaux jeux, de domination à la Coupe d'Afrique des Nations passée. Il y a 2 matchs amicaux que le Mali vient de livrer, donc contre la Mauritanie, surprise de la Coupe d'Afrique, qui a explosé tous ses records, toutes ses performances historiques en cette CAN que le Mali a battu. Et le Nigeria qui a été vice-champion hein, avec des grands noms hein, du football africain. Et donc le Mali est attendu, on ne peut plus se cacher. Et là, il y a la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc qui pointe le nez. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui ont déjà commencé. Est-ce que tu le sens la chose cette fois-ci? La chose, je l'ai toujours senti. Je l'ai toujours senti. Je suis très en phase avec ce que je propose et ce que nous travaillons depuis le début. Je parle du système de jeu. Je sais ce que ce système peut engendrer sur un plan technique et tactique. Je sais aussi les défauts qu'il peut amener. Moi, j'ai choisi d'être un entraîneur qui joue les matchs pour les gagner. Voilà, avec, on va dire, un football total, qui essaie d'être orienté vers l'attaque. Le but du jeu, c'est de ne pas prendre de but, non. Le but du jeu, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire, d'avoir la main mise sur le jeu. Et au fur et à mesure, depuis 2 ans maintenant, c'est qu'à chaque match, il y a une progression. Il y a une progression dans le jeu, il y a une progression dans les attitudes, il y a une progression dans l'implication de chacun. Donc ça, je suis très content. Maintenant,
par rapport à nos 2 matchs que nous avons joués, eh ben, finalement, personne n'est surpris. Moi, je suis pas surpris, le staff n'est pas surpris, les joueurs ne sont pas surpris. Il y a un moment où j'ai été surpris, c'est au premier entraînement du regroupement, parce que finalement, ben, je me suis aperçu que le choix que j'avais fait ben, d'amener un souffle nouveau à cette équipe, il était le bon, parce qu'il y a eu énormément d'intensité, énormément de fraîcheur, et tout de suite, entre guillemets, les anciens se sont mis à ce niveau. Puis finalement, ben, les 2 matchs qu'ils font, eh ben, ce n'est ni plus ni moins que ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Et puis la vérité, c'est que même s'il nous manque des joueurs, parce qu'il nous en manquait beaucoup, hein, il nous en manque toujours beaucoup, que ce soit Ibra Koné, Malouda, Mohamed Kamara, Cheikh Doucouré, Yves Bissouma, Nos, tous ces joueurs-là qui n'étaient pas là, eh ben, fait que contre le Nigeria, où il leur manquait 2 ou 3 joueurs aussi, eh ben, la vérité, c'est que sur nos 2 matchs, c'est logique. C'est logique, nos victoires sont logiques dans le jeu. Alors, dans un match, il y a toujours des temps forts et des temps faibles. Mais, en tout cas, sur les 2 matchs qui sont passés, je pense qu'il n'y a rien à dire sur nos victoires. Est-ce que tu as le sentiment que, parce que ton système de jeu faisait débat à un moment donné, il y a 22 millions de Maliens, 22 millions de sélectionneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que tu es compris, que les gens, ils se disent, ce monsieur, il a quelque chose dans la tête, il sait où il veut aller, faisons-lui confiance. Est-ce que tu as ce sentiment? Moi, aujourd'hui, je vais pas te dire non. C'est vrai que des fois, ça pique un peu. Mais c'est le métier qui veut ça. Le métier de coach ou de sélectionneur, c'est pas un métier facile. Tu fais pas l'unanimité. Tu fais pas l'unanimité dans ton travail. Maintenant, moi, ce que je demande et ce que je veux, c'est faire l'unanimité en tant qu'homme. Voilà. Est-ce que je respecte les gens? Est-ce que quand je dis quelque chose, je le fais? Est-ce que je dis la vérité? Voilà. Moi, je veux pouvoir me regarder dans une glace. Je veux pouvoir regarder mes parents dans les yeux et je veux pouvoir regarder mon grand-père quand ce sera fini dans les yeux. Donc ça, c'est le côté homme. Le côté professionnel, ben, il y en a il y a 20 millions de Maliens, mais il y a 20 millions de sélectionneurs. Donc il y en a 5 millions qui veulent jouer en 4-3-3, il y en a 5 millions qui veulent jouer en 3-5-2, et puis il y en a 10 millions qui veulent jouer en losange, ou il y en a qu'1 million. Mais aujourd'hui, moi je suis responsable de cette équipe, c'est moi qui fais les choix. Les choix, ils sont faits par rapport à une analyse, à un travail. Il y a un suivi quotidien des joueurs. Avant de prendre ce poste, eh ben, j'ai analysé les joueurs. Et mon analyse, elle est celle-ci. Au Mali, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a plus de 250 joueurs qui partent par an. Et on va dire que les 3/4, c'est des milieux de terrain. Aujourd'hui, notre pays a la vignette formation milieu de terrain. Donc moi, quand j'analyse ça et que je vois ça, il faut que je mette un système en place où on va mettre en évidence nos forces. Et aujourd'hui, depuis quelques années, notre force, c'est le milieu de terrain. Donc, eh ben, je suis pas moins bête qu'un autre entraîneur. Hein. Donc, je mets tout simplement notre force en avant. Donc, ben, sur certains matchs, ça marche, et d'autres moins. Mais la vérité, c'est que pour l'instant, sur 76% de nos matchs, eh ben, ça a très bien marché. Eric Chelle, tu as un point en commun avec un grand joueur, un grand nom du football, un ancien joueur d'Arsenal, un ancien joueur international de la Hollande, qui est Dennis Bergkamp. Quel est ce point commun? Est-ce que c'est le fait d'être dur sur l'homme ou marquer des buts? Ou marquer des buts? Quel est ce point commun avec Dennis Bergkamp? C'est un dossier, ça. Ah, un gros dossier. Hein. Il y a peu de gens qui savent. Hein. Bah, en fait, le point commun, je pense que j'ai très très peur de l'avion. Pourtant, tu as passé toute ta vie à voyager en avion. Bah, en fait, c'est vrai qu'à force de prendre des avions, et puis en club, on prend des petits avions. Et donc, comme on est dans des avions, on vole bas, et c'est vrai que ça bouge beaucoup. Et depuis maintenant un bon nombre d'années, c'est vrai que j'ai très très peur en avion. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je prends l'avion, ben, je souffre un peu. Et Bergkamp, lui, a fait sa carrière sans prendre une seule fois l'avion. Donc c'est peut-être là le point commun. Mais quand est-ce que cette phobie de l'avion a commencé? Est-ce que ça a commencé avec les petits avions? Ou à quel moment tu t'es dit, ma vie,
mon travail m'oblige à voyager tout le temps, toutes les semaines, mais j'ai peur de l'avion. À quel moment c'est arrivé dans ta vie? Non, mais c'est après un vol qui s'est très 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 mal passé. Ouais, je pense que c'était... ouais, je devais avoir 31 ou 32. Je joue à Istres en deuxième division, pas loin là. Et on a voyagé de Istres pour aller jusqu'à Niort. Puis on a voyagé dans une tempête tout le long du voyage. Et puis ça a été très très compliqué. C'était vraiment un petit avion. Et puis donc depuis, j'arrive pas, j'ai du mal, t'as pu le voir. Hein, parce qu'on a pris EasyJet ensemble. D'ailleurs, EasyJet, je veux plus le prendre. Ça, c'est fait. Mauvaise pub pour EasyJet. Mauvaise pub pour EasyJet. Mais voilà, non, c'est vrai que moi aujourd'hui, il me faut un avion très gros. Faut que ça bouge le moins. Et puis même avec ça, je dors pas. Tu prends du café, tu as très peur, tu te déplaces, tu bouges beaucoup. Est-ce que tes joueurs savent ce côté-là de toi? Je pense qu'ils l'ont vu, hein. Je pense qu'ils l'ont vu, je pense qu'ils le ressentent aussi. C'est vrai qu'avant de prendre l'avion, je suis très fermé. Quand l'avion décolle, je compte jusqu'à 400. J'en profite pour envoyer quelques prières. Et puis là, récemment, pas récemment, mais il y a quelques temps, après notre match en Côte d'Ivoire, match amical en Côte d'Ivoire sur le retour, pendant la saison des pluies, avant d'atterrir à Bamako, on a eu un vol très 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 compliqué. Certains de la fédération pourront en parler. Donc non, c'est vrai que moi j'ai très très peur en avion. Merci beaucoup, Eric Schell. Merci beaucoup.